Recevons donc Frédéric Machefer, qui travaille au LPS Voilà. avec les bosons de Higgs. Bonjour et merci de m'accueillir. Donc, je vais faire un exposé sur l'infiniment petit. Et surtout, alors, au cours de l'exposé, ça peut paraître assez abstrait, déconnecté de la réalité. J'espère que vous allez voir que ce n'est pas du tout le cas. Mais n'hésitez pas à m'interrompre pendant l'exposé. Hein. C'est quelque chose qui me paraît tout à fait normal et puis ça évite des mauvaises compréhensions. Ou si je n'ai pas utilisé les bons mots, autant tout de suite rectifier. Donc n'hésitez pas à m'interrompre. Donc au cours de l'exposé, je vais parler donc, de l'infiniment petit et vous verrez qu'à la fin, je vais un petit peu diverger vers, c'est un peu un grand écart, vers l'infiniment grand. Alors, donc cet exposé, comme c'est l'infiniment petit, en tout cas ce qu'on en connaît, je vais parler de ce qu'on appelle les particules élémentaires. Alors, oui. Excusez-moi, il faut parler plus fort. Parce que Ah, d'accord. D'accord. On avait fait des réglages, donc ça va. C'est le micro uniquement pour la caméra, il n'est pas relié aux enceintes ici. D'accord, donc je parle plus fort. Ok. Alors, donc les particules élémentaires, ce qu'on appelle les particules élémentaires, ce sont les particules qu'on n'arrive pas à diviser en des particules plus petites encore. Donc, c'est les particules qu'on considère à l'heure actuelle comme des particules sans structure interne. Alors, ces particules, ce ne sont pas des particules déconnectées de la réalité, ce que je disais tout à l'heure, ce sont les particules qui constituent l'ensemble de la matière. Donc si je parle d'une plume, d'une pomme, du verre, de l'être humain, de tout ce qu'on voit sur la planète Terre, de la matière visible dans l'univers, des galaxies, je parle des particules dont je vais parler à l'instant. Donc si je parle aussi de cette table, elle est constituée des particules que je vais décrire tout à l'heure. Les chaises, vous, les cheveux, tout, enfin pour ceux qui en ont. Donc tout ça, ce sont les particules que je vais mentionner par la suite. Hein. Donc il n'y a rien d'abstrait, c'est pas la science-fiction. Alors, pour décrire un petit peu les échelles des objets que je vais décrire, donc ici au LPS, vous connaissez bien les atomes. Donc là, on a une image faite par un ordinateur d'un réseau atomique. Alors, un atome, c'est quelque chose de très petit. Hein, ici, je vous ai donné des ordres de grandeur. C'est quelque chose qui est 10 millions de fois plus petit qu'une fourmi à droite ou 10 000 fois plus petit qu'une bactérie. Donc on a vraiment des objets très petits avec les atomes déjà. Mais un atome, pour quelqu'un qui fait de la physique des particules, c'est un objet très très grand. Parce que, donc ici, si je décris l'atome, l'image habituelle, même si ce n'est pas scientifiquement exact, mais peu importe, on décrit souvent l'atome comme un objet constitué d'un noyau au centre, avec autour des électrons qui gravitent, un peu comme un système solaire. Alors, l'électron, déjà, si on essaie de mesurer sa taille, on voit que sa taille, on n'a pas de mesure de la taille de l'électron, on n'a qu'une valeur supérieure à cette taille. Donc on sait que l'électron, il est inférieur à 10 moins 18 mètres. Alors 10 moins 18 mètres, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais en gros, l'atome en lui-même, c'est un 0 avec 9 zéros derrière et un 1, si on le traduit en mètres. Donc c'est un objet, ça s'écrit 10 moins 10 mètres, c'est un objet très très petit. L'électron, il est 100 millions de fois plus petit que l'atome. Donc si je représente l'électron à l'échelle par rapport à cet atome, là on ne le voit pas l'électron. Hein. C'est vraiment quelque chose de très très petit. Alors quant au noyau, le noyau, lui, il est également bien plus petit que l'atome. Si on essaye de donner son échelle, c'est 10 000 fois plus petit que l'atome. Et le noyau renferme pratiquement l'intégralité de la masse de l'atome. Donc ça veut dire que l'atome, essentiellement, c'est un objet qui est vide. C'est essentiellement du vide avec des électrons minuscules qui tournent autour d'un noyau qui est ridiculement petit. D'accord ? Donc ça, c'est la structure de l'atome. Alors, l'électron que je vous ai décrit, lui, on ne sait pas le casser en particules plus petites. Donc on va considérer que c'est une particule élémentaire, actuellement. Quant au noyau, qui lui, à la différence de l'électron qui est chargé négativement, le noyau est chargé positivement. Quant au noyau, lui, on va savoir le subdiviser. Quand on regarde la structure du noyau, on voit ici, il est représenté avec des billes bleues et des billes rouges. Donc les billes bleues, je les ai appelées des protons. La couleur n'a rien à voir avec la réalité, hein, bien sûr. Les billes bleues, on les appelle des protons. Et les rouges, ici, je les ai appelées neutrons. Alors, ces billes, qui sont la structure du noyau, elles sont bien sûr très petites. Là, on a un noyau qui a une échelle, je vous l'ai dit, l'ordre de 10 000 fois plus petit que l'atome. On est en 10-14. Et le proton et le neutron sont vraiment des objets infimes avec des masses ridiculement petites. La masse du proton, qui est grossièrement la même que celle du neutron, là, je l'ai donnée en kilos. Hein. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de zéros derrière la virgule. On est en 2 fois 10 moins 27, pour les gens qui comprennent cette unité, en termes de kilos. Alors, j'ai introduit ici une unité qu'on appelle le gigaélectronvolt.
c'est une unité d'énergie. Et parce que M. Einstein il a dit que E égale mc2, donc on a une correspondance entre l'énergie et la masse, on peut utiliser cette énergie, cette unité d'énergie, pour décrire des masses. Et l'avantage du gigaélectronvolt, ou de l'électronvolt, c'est des unités très très petites et qui sont tout à fait adaptées pour décrire des objets petits, peu massifs. Si je me trimballe avec des puissances moins 27 partout dans mes calculs, ça va être très très pénible, donc on utilise une échelle très très petite de l'énergie et de la masse. Donc, soyez pas embêtés par cette échelle, ça veut simplement dire que c'est une masse très très petite, le gigaélectronvolt. Mais ça reviendra par la suite, peu importe. Alors maintenant, si j'essaye de voir en quoi sont faits les protons et les neutrons, donc je m'aperçois que les protons vont être faits de ce qu'on appelle des quarks, donc une nouvelle particule. Parce que le proton et le neutron ne sont pas des particules élémentaires, j'arrive à les subdiviser en voyant à l'intérieur des objets plus petits qui sont les quarks. Les quarks, essentiellement, je vous parlerai de deux types de quarks, ce qu'on appelle le quark up, que j'ai représenté ici en mauve, et le quark de type down, ça veut dire bas en anglais, qui est ici représenté en vert. Donc si je prends deux quarks up mauve et un quark down, j'obtiens un proton. Et si je prends deux quarks down, un quark up, j'obtiens un neutron. Alors, parce que les quarks ont des charges spécifiques, le neutron il va avoir une charge 0, il est neutre, d'où son nom, et le proton il va avoir une charge 1. Donc comme dans mon noyau j'ai des protons et des neutrons, au total, mon noyau va être positivement chargé, et mon électron lui est négativement chargé, il tourne autour de mon noyau. Donc vous voyez ici les échelles des objets qu'on décrit, c'est vraiment très très petit. Alors maintenant, je vous ai fait un espèce de petit panorama des particules élémentaires, parce que mes quarks, eux, je les considère comme des particules élémentaires. Je ne sais pas encore les casser à l'heure actuelle. Donc pour l'instant, particules élémentaires, c'est l'électron et les deux quarks que j'ai mentionnés ici. C'est tout, 3 particules. Maintenant, une chose qui peut vous interpeller, c'est que j'ai parlé de l'atome, du noyau, des électrons, des protons, des neutrons, mais je n'ai jamais expliqué pourquoi l'électron restait autour de mon noyau. Et ça, c'est quelque chose qui maintenant fait partie intégrante de la physique des particules. On arrive à décrire en physique des particules les forces. Et ça, c'est donc la force qui va, la quantité, en tout cas le phénomène qui va faire en sorte que mes électrons restent autour de mon noyau. C'est donc une interaction, une force. Il en existe quelques-unes dans le cadre de notre connaissance actuelle de l'univers. Et je vais vous les décrire maintenant. Donc là, celle qui est l'une des plus connues, c'est la force électromagnétique qui permet à l'électron chargé négativement de rester autour du noyau chargé positivement. Alors, ici, je vous ai décrit le proton, le neutron. Je ne vous ai jamais expliqué comment les quarks pouvaient rester ensemble dans mon proton ou dans mon neutron. Et en fait, entre ces quarks, il existe une force qu'on appelle la force forte, l'interaction forte, et qui, à l'image de l'électron autour du noyau, permet aux quarks de rester ensemble dans ces protons et neutrons. Et à plus haute distance, au-delà des neutrons et des protons, l'interaction forte a un effet à plus longue distance, légèrement, et sort également des protons et des neutrons pour permettre aux particules du noyau de rester collées entre elles. Donc c'est toujours la même interaction. À ce niveau-là, souvent on l'appelle plus interaction forte, mais comme on est au niveau du noyau, on l'appelle interaction nucléaire. Mais en fait, c'est la même force. Alors, une grande idée en physique des particules, c'est qu'on arrive à maintenant décrire les interactions. Alors, je vais essayer de vous donner une image de comment on imagine les forces dans l'univers quand on fait de la physique des particules. Donc là, j'ai deux petits personnages sur des bateaux, et ces deux personnages vont essayer de sentir une interaction entre elles. Donc là, l'interaction la plus facile à décrire par ces images, c'est la répulsion. Donc je vais vous parler d'une force de répulsion entre ces deux personnages, comme deux électrons qui se repoussent parce qu'ils ont une charge négative. Donc ici, j'ai mes deux petits personnages. Ils vont essayer d'appliquer une force de répulsion entre eux. Donc le petit personnage noir, il va jeter un ballon. Et vous voyez, parce qu'il a jeté un ballon, il a un mouvement de recul. Et le petit personnage vert ici, il reçoit le ballon. Et donc lui, il reçoit le ballon et recule également de son côté. Donc ces deux personnages-là s'écartent, subissent une force de répulsion par l'échange d'un ballon rouge, simplement. Eh bien, dans la nature, on interprète les interactions de la même manière. C'est-à-dire qu'on suppose que deux particules qui se repoussent échangent, non pas un ballon rouge, mais échangent une particule. Et cette particule, ça s'appelle un boson de jauge, et c'est le médiateur de l'interaction. Et vous allez voir, maintenant, je vais décrire mes interactions, et pour chacune de ces interactions, on va voir l'équivalent du ballon rouge. Alors, interagir,
c'est donc échanger des particules. Et on va pouvoir appliquer cette règle pour les interactions de la nature. Donc l'interaction que l'on connaît bien, c'est l'interaction électromagnétique. C'est l'orage, c'est les aimants. Et en fait, c'est elle qui permet également la cohésion des atomes. L'électron qui tourne autour de mon noyau, c'est grâce à la force électromagnétique. Et alors, une chose qu'on connaît beaucoup moins, c'est que le véhicule, le ballon rouge de la force électromagnétique, en fait, c'est le photon. Donc c'est le médiateur de la force électromagnétique. Donc on a des particules de masse, de matière, pardon, j'ai parlé de l'électron, des deux types de quarks. Et bien la lumière, par contre, c'est une particule qui véhicule l'interaction électromagnétique. Alors le photon, il a une masse nulle, et ça va avoir pour conséquence que la portée de l'interaction électromagnétique est infinie. Et bien sûr, comme il a une masse nulle, sa vitesse, c'est, en l'occurrence pour le photon, c'est la vitesse de la lumière. Donc, une autre force que j'ai décrite actuellement, c'est la force forte. C'est elle qui permet la cohésion des protons, des neutrons. Là, j'ai représenté mes quarks. Donc, j'ai un 2 up et un down, j'ai mis des petites lettres. Et entre ces quarks va agir une particule qui est l'équivalent du ballon rouge de tout à l'heure, qu'on appelle le gluon. Le gluon, c'est parce qu'il fonctionne un peu comme de la glu pour ce proton. Il colle les particules entre elles. Et le gluon, lui, il a une masse nulle, et déjà, première exception, la portée du gluon et la portée de l'interaction forte est très très faible. Mais c'est pour une raison relativement technique, donc je ne parlerai pas. Donc ici, pour l'interaction forte, le gluon, c'est le ballon rouge. Donc les quarks vont échanger des gluons pour subir cette interaction. Alors, j'ai encore deux interactions. Il n'y a que 4 interactions qu'on connaît dans l'univers, donc encore 2 que je vais décrire. Celle-ci, on la connaît très très peu. C'est l'interaction faible. Alors, la raison pour laquelle on a peu l'expérience de cette force, c'est justement parce qu'elle est faible. Mais il faut voir qu'elle est essentielle pour la vie parce que le fonctionnement du Soleil est en grande partie dû à cette interaction faible, qui est responsable notamment de la radioactivité bêta. Alors, les médiateurs, donc les ballons rouges de cette interaction faible, sont appelés bosons WZ. Il y en a 3. Et alors, ces objets-là, on verra tout à l'heure, ça a l'importance, ils ont une très très grosse masse. Et parce qu'ils ont une grosse masse, à la différence du photon qui est non massif, eh bien, l'interaction est de très très courte portée. Et ça contribue aussi au fait qu'on a peu l'expérience de cette force. Alors, une autre chose, vous voyez ici, ça ce sont des graphes un peu techniques, mais on voit ici, par exemple, cette particule qui émet, comme lors d'une interaction, un boson W. Et puis ce boson W va produire ici un électron et ici une particule qu'on appelle un neutrino, dont je vais parler peut-être un petit peu tout à l'heure, peu importe. En tout cas, cette force, elle est 10 000 fois plus faible que l'interaction forte. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose de très très faible, mais qui est essentiel pour la vie. Et la dernière force que l'on connaît tous, c'est la première expérience qu'on a, c'est la gravitation. Donc la gravitation, elle est responsable de la pesanteur, des effets de marée, du mouvement des corps célestes, mais pourtant, ce qu'il faut voir, c'est qu'aux petites échelles, elle est totalement négligeable. D'accord ? On la sent parce qu'on a un gros objet sous nos pieds qui s'appelle la Terre, mais l'interaction gravitationnelle entre ces deux tables, par exemple, elle est très 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 faible. Donc elle est 10 puissance 33 plus faible que l'interaction faible, qui est déjà une interaction faible, mais elle est de portée infinie. Et un autre avantage pour elle, c'est qu'elle est uniquement attractive. Donc il y a un effet cumulatif en quelque sorte qui fait qu'aux grandes échelles, eh bien, la gravitation sera la force qui va dominer. Donc quand on regarde des objets comme des galaxies, eh bien, les phénomènes, les mouvements des galaxies sont essentiellement dus à la gravitation. D'accord ? Alors cette gravitation, elle est très très pénible pour la physique des particules, parce que tout à l'heure, j'ai décrit mes forces avec des ballons rouges. On savait faire les calculs pour l'interaction faible, l'interaction électromagnétique, ça marchait plutôt bien. Pour la force forte, ça marche bien. Pour la force gravitationnelle, c'est beaucoup plus pénible parce que, en fait, elle a interprété quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui serait plutôt une déformation directement de l'espace-temps. Donc, l'espace semble transformé par cette gravitation, par la masse dans ce même espace. Pourtant, on a l'idée d'avoir un médiateur qui serait l'équivalent du ballon rouge pour la force forte. Pour la force gravitationnelle, qui s'appelle le graviton. Mais c'est quelque chose qui est encore hypothétique. Donc voilà, c'est mon petit panel. Alors je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc j'ai mes particules, j'ai mon électron, j'ai mes 2 quarks, pour faire mes protons, mes neutrons. Alors, si je veux récapituler un petit peu, si je veux faire une table, donc une table c'est plein d'atomes. Alors il va y avoir du carbone, du chlore, de l'hydrogène, de l'oxygène, ce que vous voulez. Les atomes, c'est des
cortège électronique, donc des électrons qui tournent autour de noyaux. Dans mes noyaux, j'ai que des protons et des neutrons. Donc, je vais essayer de former plein de protons, plein de neutrons. Donc, je vais avoir comme c'est un peu comme du Lego. Je vais avoir des caisses de quark up, des caisses de quark down, des caisses de gluons et des caisses de photons. Et je vais prendre, je vais empiler 2 quarks up, un quark down en prenant dans mes caisses de Lego. Je vais prendre les 3 quarks et puis je vais prendre des gluons pour les faire se coller les uns aux autres. Et puis, je vais prendre dans ma caisse de Lego électrons, je vais prendre des électrons. Je vais faire tourner autour de mon noyau et je vais avoir un premier atome. Et je vais refaire ça des milliards de fois pour créer les différents atomes que je vais coller les uns aux autres. Alors ça, c'est les électrons du cortège électronique qui vont faire en sorte que mes atomes vont rester collés les uns aux autres, et je vais faire une table. Vous voyez, c'est un peu un Lego, mais à la base, on n'a pas beaucoup de pièces différentes, et c'est relativement simple. On peut voir ça un petit peu comme, si vous regardez une bibliothèque, c'est fait de centaines de milliers de livres, par exemple, une grande bibliothèque. Les livres sont tous différents, il y a des livres de biologie, des romans, ce que vous voulez. Et malgré tout, si vous regardez à l'intérieur en regardant les pages, il y a plein de mots différents, mais à la base, il n'y a que 26 lettres. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. On a 3 lettres, et avec ces 3 lettres, on fait tout ce qu'il y a autour de nous. Alors, bon, je vous ai dit 3 lettres, mais je reviens un petit peu sur ce que je viens de dire, j'en rajoute quelques-unes. Tout à l'heure, je vous ai montré que mon W, il faisait ce qu'on appelait un neutrino. Alors, le neutrino, j'en parlerai pas plus que ça, mais pour vous montrer un petit peu le côté un petit peu étrange de tout ça, c'est que par exemple le neutrino, c'est une particule qui a peu de masse. On sait que ça a une masse, on n'arrive pas à mesurer la masse du neutrino. Par contre, donc la masse du neutrino est très très faible, et ce neutrino, il est fait, je vous l'ai dit, par notamment l'interaction faible et la présence du boson W. Je vous ai montré tout à l'heure, il y avait un petit dessin avec un boson W qui donnait un électron et un neutrino. Et je vous ai également dit que l'interaction faible était surtout à l'œuvre dans notre système solaire, dans les réactions du Soleil. Donc dans le Soleil, l'interaction faible est très présente, il y a beaucoup de neutrinos qui sont produits, et en permanence, vous, là, dans cette pièce, vous êtes traversé par des milliards de neutrinos. Donc là, on est traversé par des milliards de neutrinos, mais le neutrino interagit uniquement par interaction faible. Si bien que l'interaction faible étant tellement faible, eh bien, ces milliards de neutrinos qui nous traversent, on ne les sent pas. Et d'ailleurs, si vous ne les sentez pas, c'est pas grave, parce que eux non plus, ils ne vous sentent pas. Ils vous traversent, ils traversent la Terre. Et pour faire un détecteur qui détecte les neutrinos, il faut un objet énorme. Il faut une grande quantité de matière. Et sur les milliards de neutrinos qui vont traverser cette quantité de matière, il n'y en a que quelques-uns qu'on va voir, et de manière indirecte. Donc ça, c'est un petit peu les particules qui sont les plus présentes autour de nous. Alors je vais en rajouter quelques-unes. Je complique un petit peu, mais pas énormément non plus. Donc, je rajoute à cette première colonne que vous connaissez maintenant, je rajoute une deuxième colonne qui est en fait une réplique de la première. La différence entre la première colonne et la deuxième, c'est que les particules qui sont ici sont plus lourdes que celles de la première colonne. Donc, par exemple, le C, ça, ce sont des quarks, on en a 6 au total, on en connaît 6. Donc, vous connaissiez le up et le down, on en rajoute 4 autres, et ceux-là sont plus lourds que ceux de la première famille. Celui-ci, c'est le plus lourd, il est très très lourd celui-ci, très très difficile à produire dans les accélérateurs. Alors pour ce qu'on appelle les leptons, c'est-à-dire ceux qui sont ici en vert, comme l'électron, j'ai rajouté également les 3 familles qu'on connaît. Et de la même manière, ce qu'on appelle le muon, c'est un électron mais de plus haute masse. Et ce qu'on appelle le tau, c'est un électron encore de plus haute masse que le muon. Donc il ne faut pas que cela vous gêne, hein, c'est vraiment des familles qui sont des répliques de la première, les propriétés relativement équivalentes en dehors de la masse. Voilà. Alors à ça, je dois rajouter les particules qui véhiculent les forces. Hein, ça, c'est les ballons rouges de tout à l'heure. Donc, j'avais le photon pour la force électromagnétique. J'ai le gluon, l'interaction forte. J'ai les Z et W pour l'interaction faible. Pour la gravitation, donc je ne représente pas le graviton parce que la gravitation nous embête vraiment en physique des particules. On ne sait pas bien la décrire. Et en fait, c'est pas grave. Parce que dans la plus grande partie des expériences qu'on réalise, l'intégralité pratiquement des expériences qu'on réalise, la gravitation est tellement faible qu'on n'a pas besoin de la prendre en compte. Donc on ne la prend pas en compte, elle n'existe pas pour nous. C'est dommage parce qu'on a une compréhension partielle de ce qui se passe dans l'univers, mais malgré tout, ça ne nous gêne pas pour nos prédictions. Ça ne signifie pas que certaines personnes en physique des particules essayent d'intégrer la gravitation au modèle. Hein. Ça, c'est pas du tout quelque chose qui est exclu. Alors le modèle, justement, le voilà. Le modèle qui décrit les particules que je vous ai présentées à l'instant, donc les particules de matière, donc mes quarks, mes leptons, l'électron par exemple, et les particules ballons rouges qui véhiculent les forces, tout ça c'est
actuellement décrit par un modèle qu'on appelle le modèle standard. Alors le modèle standard, c'est un petit peu c'est l'édifice mathématique, c'est ça qui permet de faire des calculs, qui décrit notre connaissance d'infiniment petit. Alors ça contient donc le spectre de particules que je vous ai décrit actuellement, les particules de matière, les particules médiateurs des forces, mais bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la gravitation n'en fait pas partie. Alors le modèle standard, il est basé sur la physique du XXIe siècle. On décrit des objets qui sont très très petits, donc on a besoin de la mécanique quantique. Donc le modèle standard est basé sur les mathématiques et les raisonnements de la mécanique quantique. On décrit également des objets qui vont vite. Je vous ai dit tout à l'heure, mon photon, il a une masse nulle. Un objet de masse nulle, il va à la vitesse de la lumière. Donc on est obligé de décrire les objets par le biais de la relativité restreinte. Donc ça, c'est encore une complication. Donc on va avoir de la mécanique quantique, de la relativité restreinte, et on va utiliser des principes de symétrie dans le modèle standard qui sont des postulats qu'on applique, qui sont par exemple que les phénomènes qu'on voit ne dépendent pas de l'orientation, typiquement, ou du moment. Si on fait une expérience, on la refait 2 heures après, dans les mêmes conditions, on doit avoir les mêmes résultats. En intégrant ces 3 principes, en mettant un contenu à ce modèle standard en termes de particules, de force, on arrive à quelque chose de très simple que je vous demande de retenir attentivement. Ça, c'est important parce que vous allez en avoir besoin toute la suite. Donc voilà ce qu'on obtient. Je la passe tout de suite, de toute façon vous avez retenu. Donc voilà, ça c'est le modèle standard en fait. C'est un calcul assez compliqué, mais ce dont vous devez vous souvenir, c'est que on arrive vraiment de manière assez impressionnante à prédire les résultats des expériences. Ça c'est même un malaise dans la communauté, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à à faire tomber, à faire chuter ce modèle standard. Une bonne partie, l'intégralité des expériences qu'on fait, on arrive à les prédire avec une très très grande précision. Malgré tout, pour passer à la suite, cette description, il manque quelque chose d'important parce que je vous ai dit qu'entre la première, la deuxième et la troisième famille, on avait des différences de masse. Et ici, ce que je vous ai également dit, c'est que le photon, le gluon n'ont pas de masse, mais les bosons Z et W ont une masse. Et ça, c'est quelque chose qui, pour le modèle standard, dans les calculs, la grosse équation que je vous ai montrée tout à l'heure, cette masse, c'est quelque chose qui posait problème pendant très très longtemps. C'est-à-dire que si on intégrait dans les calculs à la main une masse aux particules, la masse qu'on arrivait à mesurer par exemple, eh bien les calculs divergeaient. On n'arrivait pas à conduire les calculs jusqu'au bout. On avait des résultats qui étaient incohérents. Et ça a été quelque chose qui a posé beaucoup de problèmes aux théoriciens qui faisaient de la physique des particules. Et heureusement, 4 juillet 2012, la Libération, donc une des rares fois où la physique des particules était dans les médias. Donc, c'était la découverte du Higgs, vous en avez peut-être entendu parler. Et le boson de Higgs, c'était la particule qui donnait la masse aux particules. Voilà. Alors, c'est effectivement une grande découverte. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le boson de Higgs, moi, quand j'étais étudiant, et c'était malheureusement bien avant le 4 juillet 2012, on nous présentait déjà le boson de Higgs, et c'est quelque chose que les étudiants apprenaient à l'école. Parce que c'est le seul mécanisme qui permettait de donner une masse aux particules sans justement que le modèle standard donne des prédictions aberrantes. Et donc là, on gardait la cohérence du modèle, on intégrait la masse aux particules de manière relativement propre, mais ça supposait l'existence d'une nouvelle particule, et ça modifiait notre conception du vide. Et c'est ce que je vais vous décrire tout de suite. Donc, pour finir, mon modèle standard, là, cette fois-ci je m'arrête, c'est ça. Des quarks, mes leptons, en gros l'électron et le neutrino, c'est ceux que j'ai présentés, donc on duplique cette première famille, la première colonne. On a les particules qui sont les vecteurs des forces, et puis on a mon boson de Higgs, dont je vais vous parler dans quelques instants, et puis cette espèce de gros nuage gris là, c'est le champ de Higgs. Donc c'est ça qui va régner dans mon vide. Donc mon vide n'est plus vide. Donc le vide, pour la physique des particules, c'est plus ça. C'est pas ça, c'est pas quelque chose de vierge. Il existe quelque chose dans le vide, et ce quelque chose, c'est ce quelque chose qui va donner leur masse aux particules. Alors, comment ce vide, avec ce champ de Higgs à l'intérieur, va donner une masse aux particules ? Eh bien, pour vous donner une idée, je vais vous décrire déjà ce que c'est que la masse. Donc, la masse, c'est ce qui quantifie la difficulté, c'est ce qui mesure la difficulté à mettre un objet en mouvement. Alors, pour vous donner une idée, si j'ai une plume, ça va aller, je vais arriver à le pousser. Si vous me mettez
une tonne de métal devant moi, je vais avoir du mal à le pousser. En gros, c'est ça, j'ai beaucoup plus de mal à mettre en mouvement un objet lourd qu'un objet léger. Alors maintenant, ça n'explique pas au niveau de l'infiniment petit ce qui se produit. Bon, je vais essayer de vous donner des idées, mais en gros, ce qui se passe, c'est que dans mon vide, dans mon champ de Higgs, eh bien, mon photon, si je reprends l'image tout à l'heure de la piste de neige, de la pente neigeuse, mon photon, lui, il a des skis. Donc mon photon, lui, sur la piste, il va vite, il n'est pas freiné. Mon électron, lui, il a des raquettes. Donc il arrive à avancer bien, mais il a déjà un peu plus de difficultés que le photon. Et quant au boson Z, eh bien, il est mal parti parce que lui, il s'enfonce dans la neige. Donc lui, il a beaucoup plus de difficultés à se déplacer. Alors le monsieur qui est à droite, c'est monsieur Higgs. Devant son tableau, il montre ses belles équations. Donc voilà, une autre image que les gens donnent souvent, c'est, vous pouvez imaginer que le vide dans lequel on vit, et notamment toutes ces particules, le photon, l'électron ou le boson Z, c'est comme une grande piscine. Le photon, il se déplace dans une piscine qui est vide, donc c'est pas trop difficile. L'électron, il se déplace dans une piscine, au fond d'une piscine où on a mis de l'eau. Donc il a un peu plus de difficulté dans ses mouvements. Mais le boson Z, lui, se déplace dans une piscine qui est pleine de mélasse, par exemple. Donc il a une grande masse parce qu'il a beaucoup plus de difficultés dans ses mouvements. Donc la masse, c'est plus exclusivement une propriété intrinsèque des particules, c'est lié à leur interaction avec un champ dans lequel elles baignent. Et l'une des manifestations de ce champ, un espèce de produit dérivé de ce champ, c'est une particule qu'on appelle le boson de Higgs, qui lui-même interagit avec ce champ, et même il a une très très grosse masse, il est très lourd, et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de mal à le produire. Donc voilà, et ce champ rend le milieu plus ou moins visqueux. Voilà, ça c'est un peu l'interprétation un peu à la main de ce que c'est que ce boson de Higgs. Alors, dans les transparents qui vont suivre, je vais vous montrer un petit peu comment on arrive à étudier tout ça et à mettre et à observer le boson de Higgs et à mettre ces phénomènes en lumière. Alors, le boson de Higgs, il a été découvert au LHC. Alors, le LHC, je vous montre un petit peu de quoi il s'agit. Là, c'est la région de Genève. La ville de Genève est ici. Vous avez le lac Léman qui est là, les Alpes au fond, et on est juste au-dessus du Jura. Les montagnes du Jura commencent ici, on a les forêts. Et sur cette grande plaine, on a installé un grand accélérateur qui fait 27 km de circonférence. Donc c'est comme un tunnel du métro, on est entre 50 et 150 mètres de profondeur. Et on va avoir ce tunnel équipé par un accélérateur et avec des puits régulièrement placés. Et ces puits, dans certains de ces puits, on va installer des grands détecteurs. Et on va faire en sorte que dans ce tunnel, on a donc mis un accélérateur, on va faire circuler des particules dans les deux sens. Et à des points bien choisis, on va faire en sorte que les particules se croisent et donc se tapent les unes des autres, on va créer des collisions. Et bien sûr, les détecteurs dont je vous ai parlé à l'instant vont être situés au point de collision des particules. Alors je vais vous faire un petit peu de pub sur le CERN, donc le grand laboratoire qui gère ces accélérateurs, parce que cette année, c'est le 60e anniversaire du CERN. Donc le CERN, je crois que c'est le plus grand laboratoire de recherche scientifique, non militaire. Donc il a été en fait fondé en 1954, mais avant 1954, en 1952, donc le Conseil européen de recherche nucléaire avait été fondé. En 1954, ce conseil est devenu l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, mais on a gardé le symbole CERN. Et puis maintenant, parce qu'on ne fait plus de recherche nucléaire au CERN, on est passé à des échelles inférieures, donc on n'est plus au niveau du noyau, on est au niveau, je vous l'ai dit tout à l'heure, des quarks, par exemple. Donc on appelle ce laboratoire plus communément le laboratoire européen pour la physique des particules. Donc il est installé à Genève et on y fait de la recherche publique, avec des résultats publics. Donc les missions qui avaient été attribuées au CERN, c'est une mission de recherche pour répondre à des questions fondamentales sur l'univers, faire reculer les limites de la technologie et faire collaborer les nations autour de la science, et ça c'était essentiellement après la Seconde Guerre mondiale, quand la recherche fondamentale en Europe avait été dévastée par la guerre. Donc un objectif aussi de formation de jeunes scientifiques pour le CERN. Donc on a un espèce de mini-gouvernement qui s'appelle le Conseil du CERN, avec un directeur général qui est un Allemand, M. Rolf-Dieter Heuer. Alors le CERN, c'est 21 membres, qui sont essentiellement les pays européens, des pays observateurs, qui sont la Russie, les États-Unis et d'autres pays, et puis des États non membres, mais qui participent aux expériences sans participer au Conseil. Alors, le CERN, c'est en gros 2000 personnes, mais en fait, les personnes qui travaillent au CERN, c'est
ce qu'on appelle des utilisateurs, donc 10 000 personnes qui sont basées partout dans le monde. Le CERN regroupe grossièrement un peu plus de 600 laboratoires de 113 nationalités différentes. Donc, vous voyez, il y a une grande variété de nations au CERN, et c'est quelque chose qui marche très très bien. Donc le CERN a 60 ans, donc je vous invite à regarder sur le site du CERN, il y a un certain nombre de manifestations qui sont organisées cette année autour du CERN. Alors pour revenir maintenant sur les équipements du CERN, donc le CERN a un grand accélérateur qu'on appelle le Large Hadron Collider, qui est un accélérateur de protons, qui a été donc construit en 1998. Alors le tunnel avait été conservé, c'était le tunnel d'un ancien accélérateur qu'on appelait le LEP, donc de 27 km, et on a enlevé l'ancien accélérateur pour mettre le nouveau, où on accélère donc des protons. Donc, c'est vraiment un accélérateur qui, sur beaucoup d'aspects, est vraiment aux limites de la technologie. Donc on a un collisionneur de protons où les protons ont une énergie colossale. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé des électronvolts, des gigaélectronvolts. Là, les protons ont 7 téraélectronvolts, donc on est 1000 fois plus que les gigaélectronvolts. Et donc, à cette énergie-là, les protons, donc, ils ont une énergie très très importante. Et je vais vous montrer, je vais vous expliquer, on est obligé d'avoir des aimants supraconducteurs. Donc l'installation dans ces dipôles-là qu'on voit, ça en fait, cette image-là, c'est une coupe de ce qu'il y a à l'intérieur de ces tubes. Ça, ce sont des aimants, les aimants de l'accélérateur. Et on voit ici, quand on fait une coupe, 2 tubes. Parce que je vous ai dit que les particules circulaient dans les deux sens. On est obligé d'avoir 2 tubes différents, un tube pour un sens, un tube dans l'autre. Et donc, les protons vont circuler dans un sens dans ce tube-là et dans l'autre sens dans ce tube-là. Ça, c'est le tube à vide. Et ce que vous voyez ici dans cette coupe, vous voyez même la bobine supraconductrice qui permet d'imposer un champ magnétique qui va faire tourner les protons. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand les protons ont cette thève, pour les faire tourner, même sur un anneau de 27 km, il faut imposer un champ magnétique très très fort. Et pour imposer un champ magnétique très très fort comme ça, il faut avoir beaucoup de courant qui passe dans la bobine. Pour vous donner une image, mes protons à cette thève, c'est comme une voiture qui fonce sur un sens giratoire à, mettons, 500 km/h. Et vous avez intérêt à être fort en tirant sur le volant pour que ma voiture à 500 km/h tourne bien autour du giratoire. Donc là, en gros, on a un giratoire qui fait 27 km, on a des particules qui vont à cette thève, et on est obligé de tirer très très fort sur le volant. Et pour faire ça, on impose un champ magnétique très très fort. Et ce champ magnétique, on l'impose en faisant passer beaucoup de courant dans les bobines. Alors, le courant dans une bobine, quand il passe, si la bobine n'est pas supraconductrice, on va faire chauffer l'accélérateur. On va faire chauffer la bobine, on va faire une grosse déperdition de chaleur. Et donc, pour baisser la résistance, pour l'annuler, on va faire en sorte que nos bobines soient supraconductrices. Et ça, on va les mettre dans cet état-là en imposant des températures très très basses à nos bobines qui sont assez spécifiques. Donc l'accélérateur en lui-même, il a une température qui est plus basse que la température de l'univers. On est en dessous, on est à moins 271,3 degrés Celsius. Mes particules, mes protons, ils vont tourner, à cette thève, ils ont la vitesse de la lumière pratiquement. Donc ils vont faire 11 000 fois le tour des 27 km par seconde. Et de temps en temps, ces paquets vont se croiser et vont venir faire des collisions. En fait, on a un très très grand nombre de collisions. À la vitesse où ils vont, on a jusqu'à 600 millions de collisions par seconde dans cet accélérateur. Donc c'est la plus grande machine du monde. On a pratiquement 10 000 aimants, 10 000 tonnes d'azote et 120 000 tonnes d'hélium liquide pour refroidir l'accélérateur. Alors le vide, on est obligé d'imposer un vide très très fort à l'intérieur du tube à vide parce qu'on ne veut pas que mes protons viennent taper une molécule, un atome, et interagissent dans le volume de l'accélérateur. On veut que les interactions soient des interactions proton-proton et à l'endroit des détecteurs. Donc on a à la fois cet accélérateur, c'est un objet qui est très très froid, supraconducteur, on est en dessous de la température de l'univers. Et ensuite, c'est un objet qui, au point de collision, produit des températures très très élevées. Je vais essayer de vous le décrire tout à l'heure, mais quand il y a un impact de proton-proton à 7 plus 7 TeV, on atteint des températures équivalentes à 100 000 fois ce qui se passe à l'intérieur du Soleil. Donc, avec un accélérateur comme celui-ci, on n'étudie pas le milieu interne du Soleil, c'est pas ça du tout qu'on essaie de faire. Ce qu'on essaie de faire, c'est remonter aux tout premiers instants de l'univers. Et on arrive à remonter comme ça à une fraction de seconde après le Big Bang, avec ces températures. Et tout ça se fait dans un froid intersidéral.
Alors, maintenant, pour finir sur la partie accélérateur, après je parlerai un petit peu des détecteurs et puis je vous montrerai quelques petits résultats. Donc le faisceau de protons, sur mes 27 km, en fait, il est fait de environ 2800 paquets. C'est comme un chapelet de paquets de protons, le long des 27 km. Donc on en a 1400 dans un sens, 1400 dans l'autre. Et chaque paquet contient 100 milliards de protons. Et donc les paquets sont séparés d'au moins 7 mètres. Alors ces paquets, ils ont une extension de l'ordre de quelques centimètres, longitudinalement, et de quelques millimètres en transversal. Et là, sur cette simulation, vous voyez en fait les deux tubes, et on voit le point de croisement des paquets. Donc on aura tendance à vouloir mettre un détecteur à cet endroit-là. Hein. Et ce qu'on va faire avec des aimants, on va pincer les paquets de manière à ce qu'ils soient de plus en plus petits pour devenir de la taille d'un cheveu au point de collision. Parce que si les paquets, même avec 100 milliards de protons, si les paquets ont cette dimension-là, en gros, les protons ne se verront pas. Les deux paquets vont s'interpénétrer, il n'y aura pas de collision et on n'aura rien à observer. On va donc pincer les paquets de manière à avoir des paquets de la taille d'un cheveu. Et là, avec une densité de protons dans les paquets qui sera beaucoup plus importante, on va avoir des collisions proton-proton. Et on va avoir des choses intéressantes. Alors maintenant, pour finir, pour vous donner un ordre d'idée sur l'énergie dans cet accélérateur, donc en 2015, l'accélérateur ne va pas tourner à 7 TeV par proton, on va atteindre 6,5 TeV. Actuellement, l'accélérateur est en cours de maintenance. Il redémarrera, je pense, en avril 2015. Donc, on aura 6,5 TeV plus 6,5 TeV. Donc, ça fait une énergie de 2 fois 10,6 joules. C'est très petit, en fait. Hein. Ça, c'est un moustique qui vole, même pas. C'est vraiment très, très faible, cette énergie. Donc, vous allez me dire, physique des hautes énergies, bonjour, si c'est un moustique qui vole. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette énergie, elle est canalisée elle est concentrée sur une surface infime, qui est la surface, en fait, la coupe d'un proton en quelque sorte. Donc on est de l'ordre de 10-30 mètres carrés en surface. Donc si cette énergie elle est rapportée à la taille des protons, on a une énergie qui est considérable. Dans la nature, vous n'avez pas des protons qui ont une telle énergie. Sauf si vous arrivez à des phénomènes cataclysmiques du type début de l'univers Big Bang. Et ensuite, quand on essaye de mesurer l'énergie totale des faisceaux, donc on prend cette énergie, on multiplie par le nombre de protons dans l'accélérateur, l'énergie stockée dans les accélérateurs par les particules, c'est environ l'énergie d'un TGV qui roule à 150 km/h. Donc c'est une énergie qui est colossale malgré tout. Alors, donc là, j'ai à nouveau mis une image de l'accélérateur. Donc il y a plusieurs accélérateurs. En fait, il y a un petit accélérateur qui injecte dans un plus gros, etc., jusqu'à injecter dans le dernier qui fait 27 km, le LHC. Et on voit ici différents sites d'expérience. Donc il y a LHCb, CMS, ALICE. Ça, c'est une image de l'accélérateur, mais je vous parlerai essentiellement d'Atlas, qui est la plus grosse des expériences sur l'accélérateur. Je vais être assez bref, mais c'est pour vous montrer une image de ce qu'est un accélérateur en physique des particules. Donc là, j'ai pris le plus gros, hein, donc c'est un peu de la pub. Ils ne sont pas tous de cette échelle-là, hein, heureusement. Et donc, là, le tube à vide est là. Donc les particules et les protons arrivent par ici. Il y a un tube identique de l'autre côté. Et la collision va se produire au centre. Et vous voyez, en fait, cet accélérateur, c'est comme des cylindres, les uns dans les autres. Et cet détecteur, pardon. Et donc un détecteur, il est constitué de plusieurs sous-détecteurs. Chacun a une fonction spécifique et va permettre d'identifier le type de la particule, de mesurer son énergie, de mesurer son moment, etc. Donc on a plusieurs grandeurs sur les particules produites de l'ordre de la collision qui vont être mesurées par les sous-détecteurs. Alors, l'échelle humaine, là-dessus, vous voyez les passerelles. Hein, il y a une passerelle avec un niveau, il y a le deuxième niveau est là. Hein. Donc ça fait, je crois que le détecteur Atlas fait grossièrement 45 mètres de long pour 30 mètres de diamètre. Donc c'est un bel objet. Hein. Et il est situé 100 mètres sous terre. Alors là, on a une représentation informatique d'un événement, mais d'un véritable événement qui a été identifié comme production d'un Higgs. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là, hein, je n'ai pas choisi au hasard. Et ce que vous voyez en fait ici, c'est l'ordinateur, grâce à l'électronique embarquée sur le détecteur, a pu trouver et tracer les trajectoires des particules produites lors de la collision. Donc là, on vous montre plusieurs images d'un même événement, plusieurs points de vue d'un même événement, avec, a priori, collision proton-proton qui aurait produit un Higgs. Et ce Higgs, dans ce cas-là, a produit une paire de photons. Et ça, c'est les deux grandes barres que vous voyez ici. Donc les photons, eux, ils ne sont pas chargés, donc on n'a pas de traces dans le détecteur. Par contre, on a ce qu'on appelle des calorimètres, qui sont des détecteurs, qui absorbent le photon et qui mesurent leur énergie.
Et donc, la taille de cette colonne, l'ordinateur montre au physicien une longueur pour la colonne qui est proportionnelle à l'énergie déposée par le photon dans le calorimètre. Donc là, vous voyez, on a 2 photons, un ici et un là, qui sont pas mal, qui sont assez gros. Et d'ailleurs, s'ils sont très très énergiques, c'est parce que le Higgs qui s'est désintégré et qui les a produits a une grosse masse. Alors, dans la suite, je vais vous montrer, donc ça, c'est comme ça un petit peu, ça, c'est le type d'image qu'on obtient grâce au détecteur. Et je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on avait, sur le LHC, 600 millions de collisions par seconde. Alors, ces 600 millions de collisions par seconde ne produisent pas tout un Higgs, il n'y en a qu'une toute petite partie, une infime partie. Donc, le travail du physicien qui fait de la physique des particules, qui travaille sur un détecteur comme Atlas, son premier travail consiste à filtrer et à ne garder que les événements qui l'intéressent. Donc, c'est une toute petite fraction. Et donc, je vais vous montrer tout à l'heure comment on accumule les données. Donc, on va sélectionner d'abord les événements qui nous intéressent. Et ensuite, à partir de ces événements-là, on va essayer, à partir des particules qu'on va mesurer dans le détecteur, qui seront les particules produites lors de la désintégration d'un boson Higgs, par exemple, à partir donc de ces particules produites par la désintégration du boson Higgs, on va pouvoir calculer la masse du boson Higgs, s'il existe. Et donc, ce que je vais vous montrer par la suite, c'est un graphe. Donc, je l'explique un petit peu avant pour pas que ça vous surprenne. C'est un graphe avec une échelle, un axe des X, où est représentée la masse des bosons X qu'on recalcule à partir des événements, à partir des produits de désintégration du Higgs. Donc, je vais vous indiquer donc, sur l'axe des X la masse des Higgs qui sont calculés. Et vous allez voir, donc, qu'on va accumuler des événements au cours du temps qui, a priori, ressemblent à des événements Higgs. Et la masse des Higgs pour ces événements va être reportée dans le graphe. Alors, cette animation, elle dure 2 ans, en quelque sorte, mais là, ça ne va pas durer 2 ans, hein, je vous rassure. Ça va durer 10 secondes, mais c'est l'accumulation des événements sur 2 ans pour un canal spécifique du boson Higgs. Donc là, vous avez la masse du Higgs. Alors, c'est encore exprimé en GeV, et la date est là. Donc là, on est en juin 2011, et on accumule les événements. Les événements, c'est les points noirs. Les graphes colorés, ça correspond à mon gros transparent avec le calcul bleu, là. Ce sont les équations qu'on a utilisées pour prédire cette distribution, prédire la distribution des événements dans le cas où on n'a pas de boson Higgs. Et vous voyez qu'il se passe quelque chose ici. On a une accumulation d'événements, alors que le calcul sans boson de Higgs ne nous prédit rien du tout. Maintenant, si je rajoute dans le calcul l'existence du boson Higgs à 125 GeV, eh bien, j'ai une accumulation ici qui se produit. Donc, vous voyez qu'on a des données qui semblent corroborer l'existence, dans le modèle standard, d'un boson Higgs de 125 GeV. Donc, ça, c'est la même animation qui circule. Donc là, c'est pour on a sélectionné ici des événements où le Higgs produit une paire de bosons Z, ceux que je vous ai introduits tout à l'heure. Ça, c'est les vecteurs de l'interaction faible. Et ces bosons Z, ils se désintègrent en produisant chacun des paires d'électrons, par exemple. Donc, j'en reviens toujours aux particules que j'ai introduites au départ. Hein. C'est pas très compliqué la physique des particules. On a quelques particules qui permettent de reconstruire à peu près tout ce qu'on voit dans l'univers. Alors ça, c'est la désintégration du Higgs en une paire de photons. Le photon, c'est le ballon rouge de l'interaction électromagnétique. Alors là, j'ai beaucoup plus de cochonneries. C'est beaucoup plus difficile de filtrer les événements qui ressemblent vraiment à un Higgs. Et la courbe bleue ici, c'est ce qu'on obtient si on fait le calcul sans intégrer de boson Higgs. Et la courbe rouge que vous allez voir, c'est ce qu'on obtient si on intègre un boson Higgs de 125 GeV. Donc la même masse que tout à l'heure, bien sûr. Et pouf, on a une petite bosse ici qui correspond à une accumulation de données. Ça, c'est la différence entre le calcul et les données. Et si je montre ici le Higgs en une paire de bosons W, donc c'est toujours les bosons de jauge de l'interaction faible, mais cette fois-ci, ce n'est pas le Z, c'est le W. Vous voyez qu'ici, j'ai une accumulation qui va apparaître. Elle apparaît ici également, puisque c'est la différence entre les points et le calcul. Mais dans le calcul, je n'ai pas intégré le Higgs. Et si j'intègre le Higgs dans le calcul, vous allez voir que je vais combler le vide que j'ai au sommet de ma distribution. Et donc, c'est toujours en fonction du temps. Donc, ça s'arrête en décembre 2012. Pouf. Et là, je vais compléter avec mon boson de Higgs. Donc, on a un certain nombre de preuves, comme ça, qui montrent vraiment bien l'existence du boson de Higgs. On a des choses très, très cohérentes en termes de nombre d'événements attendus, distribution angulaire. Enfin, on a plein de preuves qui montrent que ce boson de Higgs, on l'a bien découvert, on l'a bien vu. Voilà. Alors, je vous ai montré un petit peu ce qu'on obtenait. Maintenant, il faut bien vous rendre compte que pour en arriver là, on a donc accumulé beaucoup de données.
Et le LHC, en fait, les 4 expériences produisent 15 pétaoctets de données par an. Donc ça, c'est 1 million de gigaoctets, un pétaoctet. Donc un gros challenge, ou défi en bon français, lorsqu'on a construit le LHC, a consisté à se poser la question du stockage des données et aussi de l'accès aux données par les physiciens, et à donner une puissance de calcul aux physiciens pour réaliser ces recherches. Et donc on a créé un super ordinateur mondial qu'on a appelé la grille de calcul. Et un physicien des particules, quand il se connecte dans son laboratoire et qu'il envoie un calcul quelque part, en fait son calcul, vous voyez ça sur cette carte, on représente les différents centres de calcul qui sont mis en commun, les gros centres de calcul mondiaux qui sont mis en commun. Et quand un physicien arrive, se connecte, lance un calcul, son programme peut tourner un petit peu partout dans le monde. Et ensuite, tout lui est restitué sur sa station de travail. Alors ça, c'était pour vous montrer un petit peu comment on étudie l'infiniment petit, notamment en faisant de la physique des particules sur accélérateur, mais notamment en France, beaucoup de gens font de la physique des particules, non pas sur accélérateur, mais en utilisant d'autres équipements. Alors, l'un d'eux, c'est par exemple l'interféromètre. Donc, Virgo, c'est une expérience qui est en Italie, où là, on va faire de l'interférométrie en ayant 2 lasers. Alors, vous voyez, les lasers, ils parcourent chacun 3 km. Enfin, il y en a un, mais il y a 2 bras. Ici, un bras de 3 km, et il y a un deuxième bras de 3 km. Donc, il y a 2 bras avec un laser qui circule dedans. Et on fait de l'interférométrie, et l'idée ici est d'identifier, d'observer ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. Et c'est pour répondre aux questions liées à la gravitation dont je n'ai pas beaucoup parlé et dont on ne peut pas dire en fait à l'heure actuelle. Mais ce qu'on suppose, et ça a été déjà vu en fait, les ondes gravitationnelles ont été vues directement d'une certaine manière, mais on suppose que lorsque des objets très lourds, très massifs, subissent des sortes de cataclysmes du genre collision d'étoiles, eh bien il y a un dégagement d'ondes gravitationnelles. La gravitation, il y a des... Comment dire, comme un flux de lumière, mais ce n'est pas de la lumière qui se propage, c'est donc des ondes gravitationnelles, c'est des gravitons en quelque sorte. Et cette onde va venir traverser la Terre. Et je vous ai dit tout à l'heure que la gravitation était interprétée comme une déformation de l'espace-temps, donc eh bien, la structure spatiale de ma planète Terre va être déformée, et donc au niveau de l'interféromètre, on va voir des différences de longueur entre mes 2 bras. Et donc cette expérience a pour but d'identifier et même de corréler des déformations de l'espace avec des phénomènes cataclysmiques qui pourraient être observés par des télescopes, du genre collision d'étoiles ou explosion. Il y a des gens qui font également de la physique des particules avec des satellites. On a ici une image du satellite Planck qui a été envoyé il y a quelques années. Et ce satellite, lui, il mesure ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire la lumière qui a été émise après 300 000 années d'existence de l'univers. À ce moment-là, en fait, les atomes, avant 300 000 années-lumière, avant 300 000 années après le Big Bang, les atomes n'étaient pas sous forme neutre. On avait un plasma, donc le milieu était ionisé. Après 300 000 années, la température de l'univers s'est abaissée et les électrons ont pu se recombiner avec les noyaux de manière à produire des atomes neutres. Et là, les photons ont pu traverser la matière de manière libre. Et donc, avec le satellite Planck, on a pu voir cet instant où la lumière, en quelque sorte, les photons ont pu se libérer de l'action du milieu chargé. Donc ça, c'est ce qui a été fait avec le satellite Planck. Et on fait aussi la physique des particules avec des télescopes. Donc au CNRS, il y a des gens qui s'impliquent dans un télescope qui s'appelle LSST, qui permet d'étudier les supernovas et les galaxies, parce qu'on peut avoir des informations sur la structure infiniment petite de l'univers en étudiant des objets très très gros. Donc maintenant, c'est un peu ma conclusion, mais je vais vous montrer que même si ce que je vous ai dit, c'était qu'avec le modèle standard, on arrivait très bien à prédire ce qui se passait dans l'univers, je vais vous montrer qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et notamment, il y a une chose qu'on appelle la matière noire. Alors, c'est pas ça, la matière noire. La matière noire, c'est quelque chose qui maintenant est bien établi, et c'est encore un mystère pour les physiciens. Alors, on sait mesurer en fait la matière dans l'univers de 2 manières différentes. Une première méthode pour déterminer la quantité de matière dans l'univers consiste à regarder le ciel, à comptabiliser les objets visibles et à partir d'une estimation de leur masse, comptabiliser la quantité de matière dans l'univers. Et ça se fait à partir de ce qu'on voit, de la lumière qu'on voit. C'est une première méthode. Ça marche plutôt bien, on a une bonne précision. Et il y a une autre méthode qui consiste à dire,
La matière dans l'univers, elle a une action gravitationnelle. Donc si j'observe les objets et les mouvements des objets dans l'univers, à partir de leur mouvement, je vais avoir une idée de la quantité de matière. Si j'observe une galaxie, j'observe sa rotation. Les informations que je vais tirer sur les mouvements des objets dans la galaxie vont me donner une information sur la distribution de matière dans la galaxie et la quantité de matière dans cette galaxie. Donc j'ai deux manières différentes de savoir quelle est la quantité de matière et quelle est la masse de l'univers, dans l'univers. Et en fait, ces deux mesures sont incohérentes. Et on sait qu'on n'arrive pas à concilier ces deux mesures. Et la conclusion consiste à dire la différence entre les deux mesures, c'est que dans un cas, on a mesuré l'intégralité de tout ce qui avait un effet gravitationnel, et dans l'autre cas, on a mesuré ce qu'on voyait. Eh bien, ça signifie qu'une partie de la matière qui a un effet gravitationnel n'est pas visible. Donc il existe ce qu'on appelle la matière noire. Il existe de la matière qu'on ne voit pas. Et cette matière noire, ce n'est pas 5%, ce n'est pas 10% de la matière visible, c'est la plus grande partie de la matière dans l'univers. Et donc on ne sait pas ce que c'est que cette matière noire. Et ça pourrait être par exemple des particules qu'on ne connaît pas encore. Et certaines théories prédisent qu'au LHC, en montant l'énergie, on va produire ces particules de matière noire qui n'ont pas d'effet électromagnétique qu'on ne voit pas. Alors, donc ça c'est un premier effet, hein, c'est une première grande question à laquelle on ne sait pas répondre. Et il y a une autre chose, alors c'est toujours très sombre, hein, mais après la matière noire, c'est l'énergie noire. Et l'énergie noire, c'est pas ça. C'est par ça. C'est pas la science-fiction, ce que je vous dis, c'est quelque chose de vraiment des recherches actuelles. Hein. L'énergie noire, c'est quelque chose qui a été notamment vu par le satellite Planck, mais ça avait été déjà vu avant. Ça a été vu par différents moyens indépendants, donc on a vraiment des assurances sur l'existence de cette énergie noire. Et en fait, cette énergie noire, cette idée vient du fait que quand on regarde l'univers, et notamment quand on regarde les galaxies très, très éloignées, ou les supernovas, c'est-à-dire les explosions d'étoiles très éloignées, on s'aperçoit que l'univers, il est toujours en répulsion. Et alors l'univers, vous pouvez imaginer que c'est une quantité de matière qui, à l'origine, le Big Bang, c'est une grosse explosion, donc l'univers a explosé, il s'est dilaté, mais l'univers, c'est de la quantité de matière, donc il y a une force qui régit, je vous l'ai dit tout à l'heure, les interactions à très grande distance, c'est la force gravitationnelle. Cette force gravitationnelle, elle est attractive, donc au bout d'un moment, eh bien, on avait beau avoir un univers qui était en explosion, en expansion, la matière qui est à l'intérieur, elle a tendance à faire contracter ou à s'opposer à l'expansion de cet univers. Donc cet univers qui se dilate, au bout d'un moment, il doit ralentir, et il doit peut-être ralentir pour continuer comme ça à s'étendre, ou même, si l'univers est suffisamment massif, l'univers, au bout d'un moment, doit même peut-être se recontracter. Il y a beaucoup de gens, des théories, qui supposent que l'univers, au bout d'un moment, se recontracte pour faire l'opposé du Big Bang, qu'on appelle Big Crunch. Et alors, ce qui est étrange, c'est que quand on observe, ça date des années, je crois que ça a été vu pour la première fois en 1996, quand on regarde l'univers, actuellement, on se rend compte que l'univers n'est pas en train de ralentir dans son expansion, mais son expansion augmente, accélère. Et ça, on n'a aucune idée de l'origine de cette accélération. L'univers est constitué de matière, il y a de la matière à l'intérieur, la force, c'est la force gravitationnelle qui régit cette matière, et donc notre univers doit au bout d'un moment réduire son expansion, ou réduire l'accélération, arrêter de se dilater, ou au moins tendre vers un univers statique, froid, qui meurt en fait. Mais là, ce qui est étrange, c'est qu'on a un univers qui continue à accélérer son expansion. Et on suppose que ce n'est pas de la matière qui est à l'origine de ça. Et une des idées serait présence d'une énergie dans cet univers qui pourrait conduire à une expansion et qui s'opposerait à l'action gravitationnelle aux grandes échelles. Alors, ce qui est étonnant, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé de ça c'est le modèle standard. Eh bien, quand on comptabilise les différentes contributions, modèle standard, donc la matière que je vous ai décrite jusqu'au Higgs, quand on comptabilise la matière sombre, donc l'énergie noire et la matière noire, on voit que la quantité d'énergie visible, que je vous ai décrite par le modèle standard, c'est 5% de l'énergie dans l'univers. Par contre, la matière noire, c'est 27%, et l'énergie noire, c'est 70%. Donc, ce dont je vous ai parlé pendant une heure, c'est 5% de l'univers. Donc, je suis désolé de vous annoncer ça, mais je ne vous en dirai pas plus, parce que les 95%, on n'a aucune idée de ce dont il s'agit. Alors ça, c'est un peu ma conclusion, c'est pour vous montrer qu'au-delà de la physique des particules, la réponse à
à des questions fondamentales, eh bien, la science apporte d'autres réponses. Hein. Donc, moi, je considère qu'on a ce besoin de comprendre notre univers dans l'univers, est-ce que nous sommes dans cet univers. Mais en plus, les découvertes en sciences fondamentales permettent les grandes avancées, notamment, par exemple, les transistors, qui sont liés à la découverte de la mécanique quantique. Si vous avez un GPS dans votre voiture, sachez que votre GPS utilise la relativité générale d'Einstein. Sinon, votre positionnement avec votre voiture, il serait faux. Ensuite, la recherche a des besoins spécifiques. Une chose que très peu de gens savent, c'est que ce que vous utilisez tous à la maison, le World Wide Web, HTTP : ça a été inventé au CERN. Parce que quand les gens travaillaient sur l'ancien accélérateur le LEP, et les gens travaillaient dans le monde entier, je vous ai raconté, il y a 10 000 utilisateurs du CERN qui travaillent dans 600 laboratoires, avec 100 nations représentées. Eh bien, ces gens-là devaient travailler ensemble et échanger des données. Et ils utilisaient Internet pour ça. Et pour ça, les ingénieurs du CERN ont développé un outil qui s'appelle le World Wide Web, que les gens utilisent maintenant partout chez eux. Et actuellement, ces outils informatiques continuent à se développer. Et on a actuellement au CERN, on utilise de manière très très courante la grille de calcul qui permet d'utiliser les grands centres de calcul du monde entier comme un super ordinateur. Et puis une chose aussi malheureusement, parfois on découvre, mais l'imagerie médicale repose, par exemple, sur des accélérateurs de particules. Maintenant, dans beaucoup d'hôpitaux, on a des accélérateurs de particules. Et l'imagerie médicale utilise une bonne partie des moyens de détection de la physique des particules, par exemple. Voilà. Et puis, j'en termine là.